ça, sale putain d'enfoiré. Putain d'enfoiré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à Predator 2, la suite de Predator dont on a déjà parlé sur la chaîne. On est parti, je pense d'ailleurs, pour parler de toute la saga Predator. D'accord, dans ces conditions, moi je top. Film qui est pas réalisé par John McTiernan, et non, il était occupé à réaliser en même temps Octobre Rouge. Puis en plus, il sortait du succès de Die Hard, donc je pense que le gars avait autre chose à faire. Et puis surtout, John McTiernan n'a peut-être pas eu envie de retourner dans la jungle, se frotter aux serpents venimeux, aux araignées, aux fourmis. Sauf que cette fois-ci, il n'est pas question de jungle puisque l'action du film se déroule entièrement à Los Angeles. C'est justement un lieu qui a pu un petit peu déranger certains, on va y venir. Il y a eu du changement au niveau du réalisateur, mais également au niveau de l'acteur principal, puisque Arnold Schwarzenegger n'a pas repris son rôle de Dutch, il a été remplacé par Danny Glover. Donc quelques changements dans cette suite qui a clairement plein de qualités mais aussi des défauts, on va en parler dans cette vidéo. Film qui a aussi ses fans et ses détracteurs. Ça va être intéressant d'ailleurs cette semaine d'avoir votre avis sur le film, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et bien sûr, si vous aimez le concept de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est parti pour plonger dans les coulisses de la production de Predator 2 réalisée par Stephen Hopkins. Connais pas non plus. T'as pas une gueule de porte-bonheur. En 1987, Predator avec Arnold Schwarzenegger a évidemment marqué les esprits avec un mélange explosif d'action et de science-fiction. 3 ans plus tard, Predator 2 débarque, mais cette fois, fini la jungle. Direction les rues brûlantes de Los Angeles. Un pari risqué, sans Schwarzy, avec un ton plus urbain et surtout plus violent. Mais alors ce deuxième opus, est-il une suite sous-estimée ou un virage totalement raté ? Bordel de merde! Ça t'est lourd, c'est compris? Hé, Harrigan! Hé! Y a d'autres victimes, d'autres mutilations, hein? Va te faire foutre! Après le succès du premier film, une suite était évidemment inévitable. Mais Arnold Schwarzenegger, en plein tournage de Terminator 2, a refusé de reprendre son rôle. Quant à John McTiernan, il était en plein sur le tournage de son nouveau film, À la poursuite d'Octobre Rouge, film d'espionnage ambitieux dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui demandait forcément toute son attention. Mais ce n'est pas qu'une question de planning puisque McTiernan n'était pas particulièrement enthousiaste à l'idée de revenir dans l'univers de Predator. Il estimait en fait que le concept fonctionnait mieux dans un cadre isolé comme la jungle du premier film. Il n'était pas convaincu par le changement d'environnement vers un décor urbain. Le choix de Los Angeles en pleine crise de violence urbaine correspondait tout simplement pas à sa vision initiale. La production a donc confié le film à Stephen Hopkins qui venait lui de réaliser Freddy 5. Hopkins était en revanche beaucoup plus ouvert à l'idée de transposer la chasse du Predator dans un chaos urbain, apportant un style plus brut et nerveux à la réalisation. Résultat, un film plus sombre, plus violent, mais aussi moins maîtrisé sur le plan de la tension et de la mise en scène, tout simplement. Ça explique en partie pourquoi le film divise encore aujourd'hui. Le film se déroule donc dans un Los Angeles futuriste en proie aux gangs et à la corruption. La production décide alors de totalement changer d'environnement. Au lieu d'une jungle hostile, le film se déroulera dans un Los Angeles futuriste en proie aux gangs et à la corruption. Le choix de Danny Glover, connu pour son rôle dans L'Arme Fatale, marque évidemment une vraie rupture. Son personnage, un flic tenace mais humain, est aux antipodes du héros bodybuildé du premier opus. Mais toujours écrit par les frères Thomas, qui avaient aussi signé le scénario du premier film. À l'origine, Predator 2 a été développé sous le titre provisoire Predator 2 Body Count. Le premier scénario prévoyait un cadre urbain avec une intrigue se déroulant à New York. Mais pour des raisons budgétaires et surtout logistiques, l'action a finalement été déplacée à Los Angeles. Le film semble d'ailleurs s'être largement inspiré de la bande dessinée Predator, Cronkite Jungle, publiée l'année précédente par Dark Horse Comics. Un comics qui mettait en scène un Predator traquant des gangs en guerre dans un décor urbain, avec la police tentant de stopper la créature. On est d'accord, c'est un concept très proche du film. La bande dessinée se déroulait initialement à New York, tout comme le premier scénario du film. L'éditeur et illustrateur Chris Warner, rien à voir avec Warner Bros, qui a travaillé sur Concrete Jungle, a d'ailleurs affirmé que Predator 2 était probablement la première fois qu'une série de BD influençait directement la franchise cinématographique
qui l'avait inspiré. Ça c'est beau. Arnold Schwarzenegger, qui incarnait Dutch dans Predator, devait initialement reprendre son rôle, mais un désaccord salarial l'a conduit à refuser la proposition. Son personnage a donc été réécrit en Peter Keyes, incarné dans le film par Gary Busey. L'actrice Elpidia Carrillo, qui jouait Anna dans le premier film, devait aussi apparaître dans 2 scènes, mais son rôle a finalement été réduit à une brève apparition sur un écran vidéo dans la caravane de surveillance des agents du gouvernement. Son personnage est visible au milieu des images des destructions causées par l'explosion finale du premier film. A noter également que Henry Kingi, qui incarnait un guerrier non crédité dans Predator, apparaît dans Predator 2 sous un autre rôle. Kevin Peter Hall, qui incarnait déjà le Predator dans le premier film, reprend évidemment son rôle sous le costume de la créature. Et Alan Silvestri est également de retour à la composition de la bande originale. Pour les effets spéciaux, la production a fait appel au talentueux Stan Winston et à son studio, déjà responsable de la création emblématique du Predator dans le premier opus. Pour Predator 2, l'équipe de Stan Winston a repoussé encore plus loin les limites en concevant de nouveaux costumes et en introduisant des éléments inédits, comme les corps écorchés des victimes du Predator. Ces effets pratiques ont contribué à l'atmosphère oppressante et horrifique du film. Le tournage s'est déroulé au studio Fox de Los Angeles, ainsi qu'en extérieur dans la ville. Comme Los Angeles ne disposait pas encore d'un réseau de métro, les scènes du train souterrain ont en fait été tournées dans le métro de San Francisco. Predator 2 marque aussi le tout premier crossover de l'histoire du cinéma entre les franchises Alien et Predator. En effet, c'est vers la fin du film qu'on aperçoit le crâne de Xenomorph dans la salle des trophées du vaisseau Predator. Cette inclusion est en fait une idée des artistes des effets spéciaux John Rosengrant et Shane Mahan, qui avaient travaillé à la fois sur Aliens de James Cameron et le film Predator 2, initialement pensé comme un simple clin d'œil. Cet ajout est également une référence à la BD Aliens vs Predator, publiée justement la même année. Le crâne a été sculpté par Kevin Hudson et fait amusant comme de nombreux accessoires de Predator 2, il a été déclaré volé après la production. Ce clin d'œil mènera plus tard, comme on le sait, à Alien vs Predator. À sa sortie, Predator 2 a failli être classé NC-17 aux États-Unis en raison de sa violence extrême. Pour obtenir la classification R, plusieurs coupes ont donc été nécessaires. Et pour rappel, la classification R indique qu'un film est réservé aux spectateurs de 17 ans et plus. Les mineurs de moins de 17 ans peuvent y assister, mais uniquement accompagnés d'un adulte. Et la NC-17 est encore plus stricte, elle signifie qu'aucun spectateur de moins de 17 ans n'est autorisé à voir le film. Parmi les scènes modifiées ou supprimées, on retrouve par exemple des plans plus graphiques et sanglants de corps mutilés et de décapitation par le Predator, notamment lors de la mort de Bill Paxton. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a personnellement manqué pendant le visionnage du film. Une intrigue secondaire supprimée qui concerne la grossesse du personnage de Maria Conchita Alonso, et enfin une version plus longue de la traque entre Danny Glover et le Predator dans le quartier des abattoirs. À ce jour, faut savoir que la version intégrale non censurée du film n'a jamais été officiellement diffusée, et c'est bien dommage. À sa sortie le 21 novembre 1990, Predator 2 a reçu des critiques mitigées. Certains ont apprécié le concept de la chasse en milieu urbain et le côté ultra-violent, et d'autres ont regretté évidemment l'absence de Schwarzenegger et ont trouvé le film moins intense que le premier. La critique s'est d'ailleurs acharnée sur le manque de charisme du héros et un scénario jugé parfois confus. Au box-office, avec un budget de 35 millions de dollars, le film a atteint des recettes mondiales de 57 millions de dollars. Un score plutôt correct, mais évidemment bien inférieur au premier film qui avait rapporté 98 millions. Le film est donc un semi-échec commercial qui explique pourquoi il n'y aura pas de Predator 3 avant bien longtemps. L'histoire se déroule cette fois en pleine guerre des gangs à Los Angeles, où un nouveau Predator débarque pour chasser. Mais ces meurtres brutaux attirent l'attention de Mike Harrigan, incarné par Danny Glover, un flic dur à cuire, et de ses collègues. En parallèle, un groupe gouvernemental secret, mené par Gary Busey, tente d'intercepter la créature avant qu'elle ne disparaisse.
En 1997, Los Angeles est en proie à une chaleur étouffante et à une guerre de rue entre cartels colombiens et jamaïcains, rendant la ville incontrôlable. Mike Harrigan, un flic expérimenté aux méthodes musclées, tente de maintenir l'ordre avec ses coéquipiers, Leona Cantrell et Danny Archuleta. Lors d'une fusillade avec un gang colombien, Harrigan et son équipe découvrent que tous les criminels ont été massacrés d'une manière inhumaine. Ils ont été dépecés. Sûrement les Jamaïcains. Ça, c'est leur style, mais bon Dieu, où est-ce qu'ils sont passés? Le mec fait dans les 85-90 kilos. Même toi, t'aurais pas pu le porter. En poursuivant un survivant sur le toit, Harrigan aperçoit brièvement une silhouette plutôt floue, mais il l'attribue à la chaleur intense. De retour au commissariat, Harrigan est mis sous pression par Peter Keyes, un agent fédéral qui prétend enquêter sur les cartels, mais qui semble cacher quelque chose. J'aimerais vous en dire plus. Mais je dois songer à préserver nombre d'agents impliqués dans cette affaire. Chacun doit faire son boulot. Un de ces quatre. Un nouveau policier, Jerry Lambert, incarné par Bill Paxton, est aussi assigné à son équipe. Peu après, un gang jamaïcain exécute Ramon Vega, un baron de la drogue colombien. Mais avant qu'ils ne puissent savourer leur victoire, une créature invisible les élimine un par un. Harrigan et ses hommes arrivent sur place et découvrent les corps mutilés ainsi qu'une arme étrange coincée dans un climatiseur. Keyes et ses agents débarquent immédiatement et leur ordonnent de ne pas interférer. Alors je vous préviens, la prochaine fois que vous marchez sur les pieds, vous êtes un homme mort. Mais bon Dieu, qui êtes-vous, Case? Quelqu'un qu'il vaut mieux éviter de chatouiller. Harrigan et Danny décident d'enquêter en secret. Plus tard, Danny retourne seul sur les lieux du massacre pour récupérer l'arme inconnue, mais il est brutalement assassiné par le Predator. Fou de rage, Harrigan juge de retrouver le meurtrier. J'en ai rien à foutre de ce que tu peux bien trafiquer avec ce salaud. Parce que maintenant c'est personnel, et pour moi c'est un homme mort. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, et c'est moi qui te préviens, ne reste pas en travers de mon chemin. Légiste et spécialiste confirment que l'arme de Danny est composée d'un élément inconnu sur Terre. Il est retourné là-bas pour aller le chercher. C'est aussi léger qu'une plume. C'est bizarre. Ça ne correspond absolument à aucun de nos éléments. En quête de réponse, Harrigan rencontre King Willie, chef du gang jamaïcain, qui lui affirme que le tueur est en fait une créature venue d'un autre monde. Peu après, King Willie est lui aussi décapité par le Predator, qui emporte son crâne comme trophée. Pendant ce temps-là, Leona et Jerry découvrent que tous les crimes semblent converger vers le quartier des abattoirs. En chemin, pour y rejoindre Harrigan, ils se retrouvent coincés dans une fusillade entre un gang et des civils armés dans le métro. Le Predator en profite pour attaquer, massacre les passagers et tue Jerry. Bâton! Mais on a un bâton! Hey! Par ici! Voilà, c'est ça! Mais épargne Leona après avoir découvert qu'elle était enceinte. Harrigan, arrivé trop tard, traque la créature à travers la ville, mais est capturé par Keyes et son équipe. Et c'est là que la vérité éclate. Keyes et ses hommes ne traquent pas des cartels, mais bien le Predator, une créature extraterrestre venue chasser les plus redoutables combattants. Il y a 10 ans, un des siens a attaqué et éliminé un de nos régiments de commando en Amérique centrale. Il n'y a eu que 2 survivants. Le Japon, le Cambodge, Beyrouth, la chaleur et la guerre l'attirent. Il est en safari. Des trophées. C'est ce qu'il cherche, n'est-ce pas? Vous êtes le lion, et voici sa jungle. Depuis l'incident en Amérique centrale, 10 ans plus tôt, en référence au premier film, ils tentent de capturer un de ces monstres vivants. Leur plan, utiliser des combinaisons isolantes pour être invisible à sa vision thermique et l'attaquer dans un abattoir où le Predator vient régulièrement se nourrir. Ce qui suggère évidemment que Dutch leur a tout raconté sur ce qui s'est passé dans la jungle.
Mais rien ne se passe comme prévu. Le Predator utilise un autre mode de vision pour détecter les lampes UV de l'équipe et massacre tous les hommes de Keyes. Et Keyes finit à son tour décapité. Harrigan réussit à s'échapper et affronte directement le monstre. Après un duel acharné, la traque se poursuit sur les toits, dans un immeuble, dans la salle de bain d'une vieille dame qui reste pour moi la scène la plus drôle du film. Réveille-toi, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Puis dans les souterrains de la ville où Harrigan découvre un énorme vaisseau spatial caché. À l'intérieur, Harrigan livre un dernier combat et tue finalement le Predator en l'empalant avec l'une de ses armes. Alors qu'il croit en avoir fini, plusieurs autres prédateurs apparaissent. Mais au lieu de l'éliminer, il lui laisse la vie sauve, et l'un d'eux lui remet un pistolet à silex datant de 1715, prouvant que leur espèce chasse sur Terre depuis des siècles, et enrichissant en même temps le lore de Predator. Harrigan s'échappe juste avant que le vaisseau ne décolle, et à la surface, Keyes étant mort, les agents restants sont furieux d'avoir échoué. Mais Harrigan, lui, désormais conscient de l'ampleur de la menace, sait qu'un jour ils reviendront. N'en fais pas du coup. Il y a des chances pour qu'il revienne. Qui sait, t'auras peut-être de la chance. Non. La chance, c'est ma spécialité. Bien, et tes couilles, ça va? Super. Et les tiennes? Bill Paxton est l'un des rares acteurs à avoir affronté les trois créatures emblématiques que sont le Terminator, l'Alien et le Predator. Il a été tué par un Terminator dans le premier film sorti en 1984, par un Xénomorphe dans Aliens le Retour de 1986 et par un Predator dans Predator 2 sorti en 1990. Mais ce n'est pas le seul acteur à avoir eu cet honneur puisque Lance Henriksen partage également cette distinction. Il a été abattu par un Terminator dans le film de 1984 de James Cameron, il a rencontré un sort tragique également face à un Predator dans Alien vs Predator, sorti en 2004, et bien que son personnage Bishop soit un androïde, il est sévèrement endommagé par un Xénomorphe dans Aliens le Retour, toujours de James Cameron et sorti en 1986. Le tournage a été infernal, certaines scènes ayant été filmées dans un Los Angeles caniculaire, et l'acteur Kevin Peter Hall, qui incarne le Predator, souffrait sous son costume dans la chaleur. Le pistolet de 1715 à la fin du film a inspiré de nombreuses théories et même des comics sur les Predators à travers l'histoire. Predator 2 possède le plus grand casting crédité de tous les films des franchises Alien, Predator et Alien vs Predator, avec 55 membres. Le film a introduit plusieurs nouveaux faits sur les Predators qui sont depuis devenus des aspects clés du personnage, notamment leur code d'honneur très strict, suggéré déjà dans le premier film lorsque le chasseur de la jungle a épargné Anna parce qu'elle n'était pas armée et plusieurs de leurs armes les plus emblématiques. Los Angeles n'avait pas réellement de réseau de métro à l'époque du tournage du film, mais en avait un en 1997. La première ligne de métro souterraine de la ville, la Red Line, a ouvert en janvier 1993. Danny Glover et Gary Busey avaient évidemment déjà joué ensemble dans le tout premier film L'Arme Fatale. Tu veux un bonbon? Ryan! Maman, j'ai vu un fantôme! Si Predator 2 a été boudé à sa sortie, il a depuis évidemment acquis un statut culte, apprécié pour son ambiance hyper violente, même si malheureusement les scènes certainement les plus intéressantes ont été coupées en montage, son décor urbain poisseux et son élargissement du lore des Predators. Ce film, loin d'être une simple suite, introduit plusieurs éléments clés qui façonneront la mythologie de la saga. L'idée que les Predators reviennent régulièrement sur Terre pour chasser, suggérant un rituel ancestral qui dépasse largement les événements du premier film. Le code d'honneur des Predators, qui ne tue que ceux qu'ils jugent dignes, établissant une nuance fascinante dans leur comportement et les distinguant des simples monstres de science-fiction habituels. Et bien sûr, l'interconnexion avec Alien, introduite subtilement via le crâne de Xénomorphe dans la salle des trophées, un détail qui va influencer durablement la pop culture et mènera à la saga Alien vs Predator.
Au-delà de l'action et de la chasse à l'homme, Predator 2 nous en dit plus sur la créature elle-même, car oui, derrière le masque, c'est pas juste un monstre, c'est le Yoja. Le terme Yoja, qui n'est jamais prononcé dans les films, est apparu pour la première fois en 1994, dans les romans de l'univers étendu, notamment Aliens vs Predator Prey, écrit par Steve Perry et sa fille Stephanie Perry. Et c'est là qu'on découvre qu'ils ne sont pas de simples prédateurs, mais une espèce avec une culture riche et un code d'honneur bien défini. Ce qui est un petit peu abordé d'ailleurs dans ce film Predator 2. Ces romans et comics développent tout un lore. Les Yoja ont une hiérarchie, des rituels, des traditions de chasse ancestrales. Ils ne chassent pas n'importe qui, ni n'importe comment. Il faut que la proie en vaille la peine. Un code d'honneur qu'on perçoit déjà dans Predator 2, notamment avec la scène du vieux Yoja qui remet un pistolet antique à Harrigan. Ce lore enrichi influence même les films suivants. Dans Alien vs Predator, on voit clairement des rites initiatiques pour les jeunes Yoja. Leur culture est devenue une part essentielle de la saga, bien au-delà du simple concept de monstre extraterrestre. Donc Predator 2, ce n'est pas juste un film d'action bourrin, c'est une porte d'entrée vers un univers beaucoup plus vaste, où les Yoja ne sont pas des bêtes sauvages mais des chasseurs honorables avec leurs propres règles. Et bien que le choix de Los Angeles comme cadre pour Predator 2 soit intéressant, le film se déroule dans une ville en pleine canicule avec un environnement urbain plutôt dense, ça a aussi un impact sur la dynamique du film. Puisque la jungle où le Predator pouvait se fondre dans son environnement est remplacée ici par une jungle urbaine où l'espace pour un prédateur se fait moins intime et mystérieux. Certains spectateurs trouvent d'ailleurs que l'environnement urbain, même si visuellement intéressant, ne parvient jamais à recréer le même suspense et la même intimité que la jungle. Même si Danny Glover fait un excellent travail dans son rôle d'Harrigan, certains fans ont noté que son personnage, Mike Harrigan donc, manquait un peu de profondeur, comparé à Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Dutch Harrigan, un flic coriace, mais l'écriture de son personnage n'a pas la même ampleur ni le même impact que Dutch, faut dire ce qui fait que certains le trouvent moins captivant. D'ailleurs, le film aurait peut-être gagné en nuance s'il avait exploré davantage les dilemmes personnels de Harrigan en dehors de sa quête de justice. Pour les personnages secondaires, comme le groupe de policiers avec le partenaire de Harrigan, Leona ou encore Keyes, certains sont un peu stéréotypés et leur évolution est parfois quasiment absente. En particulier le personnage de Leona qui aurait pu apporter une dynamique intéressante qui est pas vraiment développée. Même si les effets spéciaux étaient en avance pour l'époque, certains d'entre eux, en particulier les scènes avec des créatures et les maquettes, peuvent paraître très datés aujourd'hui. Par exemple, la fin, où le Predator se démasque pour révéler son visage, a un effet visuel un petit peu kitsch pour certains spectateurs modernes, surtout quand c'est filmé de très très près, même si l'animation de la créature elle-même reste assez impressionnante. Enfin, la scène de combat finale entre Harrigan et le Predator, certains estiment que ce duel, même s'il est intense, manque de fluidité, on distingue pas bien ce qui se passe. Le design de certaines parties du combat avec le Predator, qui paraît faible à la fin, semble pas aussi percutant que dans le premier film, où chaque rencontre avec le Predator était synonyme de danger extrême. Et même si pour moi le ton plus comique de ce film passe plutôt bien, le premier Predator c'était un film de survie tendu avec une violence brute. Il n'y avait pas de place pour l'humour, en particulier avec certaines répliques de Danny Glover ou les scènes avec les policiers, qui remplacent finalement les punchlines d'Arnold Schwarzenegger dans le premier. Ça peut déplaire aux puristes qui s'attendaient à un film aussi sombre que l'original, et ce changement de ton peut sembler un peu décalé dans le contexte global du film. Même si honnêtement, c'est ce qui permet de le distinguer finalement des autres films de la saga, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, Predator 2. En résumé, même si Predator 2 a su proposer de nouvelles idées, et bien que ce soit un film d'action plutôt fun, certains éléments comme la diminution de la tension, la réalisation plus urbaine, le traitement des personnages secondaires ou encore les effets visuels vieillissants peuvent être considérés comme des défauts qui ont empêché le film d'atteindre finalement le même statut culte que le premier opus. Mais malgré ces défauts, Predator 2 a évidemment eu une influence considérable sur le cinéma. Son ambiance poisseuse et sa violence brute rappellent aussi les thrillers d'action des années 80 et 90. Une époque où les blockbusters n'avaient pas peur d'être sombres et adultes. Si le film a reçu des critiques mitigées et a été un échec commercial à sa sortie, son héritage a bien perduré, le réhabilitant peu à peu en classique du genre. Son influence se ressent d'ailleurs encore aujourd'hui et il reste une pièce essentielle dans la mythologie Predator. Son successeur Predators, sorti en 2010, tentera en vain de revenir à une approche semblable à celle du premier film. Mais Predator 2 demeure unique en son genre, une œuvre audacieuse qui a su imposer sa propre identité. Non, n'ayez pas peur, je suis flic. Je crois qu'il en a rien à secouer.
Avec le temps, Predator 2 s'est taillé une place parmi les suites sous-estimées, plus brutales, plus sombres et explorant de nouvelles facettes du Predator. Il a élargi l'univers du chasseur extraterrestre, même si son succès fut limité. Il mérite d'être respecté pour ce qu'il est, un grand film qui vit dans l'ombre du premier, évidemment un chef-d'œuvre qu'il était presque impossible d'égaler, même si Schwarzenegger avait joué dedans. Pourtant, Predator 2 reste bien supérieur aux suites qui ont suivi. Son casting est excellent, porté par un Danny Glover impérial, l'un des meilleurs acteurs de l'époque, et il ne déçoit jamais, tout comme le reste des rôles secondaires, Bill Paxton et Gary Busey en tête. L'action reste intense, les effets en practical tiennent encore la route et ont évidemment mieux vieilli que beaucoup de CGI modernes. Il y a aussi cette touche d'humour satirique et un commentaire social sur la violence et les médias, rappelant d'ailleurs l'approche de Robocop. Typique des suites des années 90, à l'image de Robocop 2, ce film ne se prend pas au sérieux et c'est resté divertissant du début à la fin. Alors c'est vrai qu'il n'aura pas l'aura iconique du premier Predator, soyons clairs, mais il propose une alternative audacieuse et son cadre urbain a influencé d'autres œuvres. Et aujourd'hui encore, c'est vrai qu'il divise les fans, et je pense que ça va se voir dans les commentaires sous cette vidéo. Mais une chose est sûre, il fait partie des films marquants des années 90, et son héritage perdure encore aujourd'hui. Et pourtant, l'avenir du Predator allait prendre un tournant inattendu. Alors qu'un nouveau film Alien ambitieux était en préparation, avec Ridley Scott et James Cameron, les producteurs avaient déjà une autre idée en tête. Un affrontement entre deux icônes du cinéma. Un projet que Sigourney Weaver espérait éviter, mais qui finirait par voir le jour, marquant le grand retour du Predator. 15 ans plus tard, face à un adversaire redoutable, une autre légende de la science-fiction. Alors comme vous peut-être, avant de faire mes recherches sur Predator 2, je savais pas tout ça, c'est pour ça que cette chaîne elle est vraiment intéressante aussi pour moi, c'est qu'elle me permet de me plonger justement dans les coulisses des films qu'on connaît toutes et tous par cœur, mais dont on connaît pas forcément les secrets de fabrication. J'ai vraiment un regret pour ce film, c'est qu'on nous permette pas de voir les scènes supprimées, quoi. Franchement, je pense que le film aurait été aujourd'hui en tout cas beaucoup plus intéressant à regarder avec des scènes un peu plus gore, un peu plus de violence. Selon moi, ils auraient dû aller à fond et interdire le film aux moins de 17 ans, peu importe. Ça se sent dans le montage, il y a énormément de scènes qui manquent, des scènes de mort, clairement. Voilà, nous on voulait voir du gore quoi dans Predator 2. Tant qu'à faire un film comme ça, fallait y aller à fond. Pour moi, ils ont pas poussé les curseurs assez à fond sur la violence et sur le gore. Et au final, je trouve qu'il y a des scènes dans le premier qui sont bien plus flippantes et plus gore même que dans ce Predator 2 qui a plus de violence suggérée. En tout cas, c'est mon sentiment. J'attends de vous lire évidemment en commentaire, de connaître votre avis sur ce film qui évidemment au regard de ce qui a suivi a plutôt bien vieilli. Ce qui a suivi justement, on va en parler sur la chaîne la semaine prochaine avec Aliens vs Predator. Ça me fait plaisir d'ailleurs de replonger dans les films Alien et dans la saga Alien qu'on avait commencé sur la chaîne il y a quelques mois déjà. En revanche, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas une vidéo sur Alien vs Predator et une autre sur Alien vs Predator Requiem. Parce que tout simplement pour moi, Alien vs Predator Requiem, il est... mais c'est une grosse merde. Hein, tant que ça? Je ne peux pas le regarder. Alors je vais quand même essayer de vous dire quelque chose sur ce film la semaine prochaine, mais pour moi, autant Alien vs Predator, il y a plein de choses à dire, mais alors la suite qui a suivi, c'est une catastrophe. Et le souci que j'ai avec ces sagas finalement, c'est que je sais très bien ce qui nous attend. Je sais ce qui nous attend. Si on poursuit la saga Predator, je sais ce qui nous attend. Alors ça va être intéressant d'analyser pourquoi finalement ces projets se sont cassés la gueule, mais c'est pas forcément ma partie préférée en fait. D'analyser des gros navets, c'est pas ce que je préfère faire, mais on le fera en tout cas si ça vous dit. On parlera aussi des films qu'on n'aime pas forcément dans la saga Predator, mais aussi bien sûr dans la saga Alien. Il y a quelques gros morceaux qui nous attendent, croyez-moi. Allez, en attendant, abonnez-vous, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient énormément le développement de la chaîne. Et si vous connaissez des gens autour de vous qui aiment Predator 2, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story. Ciao.